Bonjour et bienvenue au Balado RPM. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et quel plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode qui sera, à mon humble avis, très riche en contenu. Effectivement, j'aurai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Samuel Lessard et Luc-Olivier Chamberlain, les deux animateurs de RPM, et on va parler de la place du journalisme automobile au Québec. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que les influenceurs, les créateurs de contenu viennent chambouler cet univers-là? On va prendre le temps de faire le tour de la question. Juste avant de partir, je veux assurer et je veux m'assurer surtout de dire un gros merci à Automobile en direct pour cette nouvelle saison du podcast RPM. C'est grâce à eux qu'on peut le faire, donc merci beaucoup. Je sais, Samuel, que tu es un amateur de mini-fourgonnettes. Aux grandes dames de ma conjointe. Oui, mais moi aussi, j'en suis un. D'ailleurs, j'adore les mini-fourgonnettes. À mes yeux, il n'y a rien de plus pratique pour les familles. Absolument. Et justement, le défi du jour que je te lance pour Automobile en direct, on va aller fouiller sur leur site, automobileendirect.com, pour essayer de dénicher une mini-fourgonnette avec un budget aux alentours de 20 000 $. J'aime ça. Ce que je veux, c'est quelque chose qui est efficace, durable et surtout sécuritaire. Le critère sécurité est important pour moi. Il y a des modèles qui sortent là, dans ma tête. C'est ça l'idée. Je voulais filtrer un peu pour t'aider. Donc, on y va. On va sur le site d'automobileendirect.com. Donc, type de carrosserie, fourgonnette. Et on met un critère de prix. Tu me dis 20 000. Oui, 20 000. 20 000. J'ai l'impression qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose. Oui, ça se peut. Bon, on a des Dodge Caravan, Dodge Grand Caravan Crew, Honda Odyssey 2015, 211 000 kilos. Là, on voit qu'on a du kilométrage. Ouais. Et on sait bien sûr que la Honda Odyssey peut être bien intéressante, mais quand même, il faut avoir en tête qu'il y a une courroie de distribution à changer sur le moteur V6. Donc, on a beau l'acheter, mais ça se peut qu'on doive mettre de l'argent rapidement dessus. Si la courroie a été changée? Oui, ben c'est parce que c'est un entretien qui revient. Qui revient souvent? Oui, qui revient souvent. C'est au 100... La première fois, c'est entre 120 et 160 000 km de mémoire, puis après ça, on demande aux 100 000. OK, fait quand même, ça revient. OK, fait qu'on serait quasiment bientôt dû. Là, avec 211 000 kilos, oui. On approche. OK, évidemment, des Dodge Grand Caravan, il y en a à pocheter, là, comme on dit. Regarde ici, une 2018 Honda Odyssey, 200 000 kilos. Puis je parle beaucoup d'Honda Odyssey parce que c'est quand même une fourgonnette qui est réputée très fiable, très durable, qui offre quand même un bon comportement routier aussi, quand même plus agréable. Puis c'est ça les deux choix qu'on a, dans le fond, Honda Odyssey, Dodge Grand Caravan. Il n'y a pas de Toyota Sienna, il n'y a pas de Kia Sedona à l'époque là, qui aurait pu rentrer là-dedans. Les aurais-tu considéré? Oui, j'aurais considéré. En fait, mon idéal aurait été probablement une Kia Sedona LX, pas trop équipée. On veut pas de porte électrique puis de patente de même là, qui risque de briser. Okay. Donc, c'est ça qu'on va retrouver dans la plupart des fourgonnettes qu'on a là-dessus. Bon, écoute bien, là, 2017 Grand Caravan, 19 000, 18 000 120 000 kilos à peu près. Là. Ça reste qu'au bout de la ligne. Hein. C'est, malgré que la valeur de revente est clairement moins élevée de ces produits-là. Oui, mais ça, je veux dire, ça peut être un point positif quand tu es un acheteur. Oui, quand tu es un acheteur, écoute, un véhicule un 2017 de 118 000 km quand puis, même. Écoute, moi, je vais favoriser ça par rapport à une Honda Odyssey 2018 EX à 20 000, mais 200 000 kilos. Là. Je veux dire, bon, souvent, on dit, du kilométrage, c'est beau. Ça peut être du beau kilométrage d'autoroute, mais il reste que l'usure est là. Puis l'autre Odyssey qu'on a, 212 000 kilos, 211 000 kilos. Fait que moi, j'irais pour un Dodge Grand Caravan. Ah, il y en a un autre ici, 2016 EX. Ah, ça peut être pas pire, ça. 17 500, 180 000 km. Encore, ouais, c'est ça. Mais pas... Hey, là, toi, ta question... Elle est embêtante, Elle est embêtante. Ah, c'est un défi. L'idée des capsules, c'est des défis, là. Ben embêtante. Et là, la beauté aussi, c'est que, tu sais, on sait pas quand vous allez écouter le podcast actuellement. Fait que ça se peut que vous l'écoutiez dans 2 mois, puis que les véhicules qu'on regarde actuellement soient plus là, mais l'inventaire d'Automobile en direct change tout le temps. Bouge, là, ça bouge. L'idée, c'est de vous donner un angle de recherche. Écoute, moi, j'ai pas le choix de te dire que j'irais pour la Honda Odyssey ici 2016 EX parce qu'elle a le moins de kilométrage, 17 500 $ à peu près. Pas un niveau d'équipement trop élevé. Puis je pense que ça serait mon choix. Vraiment, c'est une fourgonnette qui est très agréable à utiliser, une bonne modularité à l'intérieur, une bonne fiabilité. Aussi une bonne valeur de revente. Oui, c'est ça aussi l'affaire. C'est pas aussi fiable, par exemple, qu'une Toyota Sienna, là, mais on n'a pas de Sienna dans n'a pas, qu'on fait. Clairement. L'autre bonne option, j'ai pas le choix de le dire aussi, Dodge Grand Caravan, pas trop de kilométrage. On serait capable d'en avoir une plus récente, ça serait une bonne option aussi. Pour les budgets, la Dodge Caravan peut devenir aussi très intéressante parce que souvent, on va avoir du plus récent avec moins de kilométrage. Oui, puis ça va bien, un Caravan, il n'a pas le choix de le dire. Le système Stone & Go aussi pour... Stone & Go. Oh, c'était... Attention, là. Non, mais c'est vraiment pas volontaire en plus, là. Oui. Mais Stone & Go, on va pouvoir... C'est pratique aussi, ce système-là. Absolument. Vous l'avez très pratique. Donc, moi, je me concentrerai là-dedans. Okay. 2 fourgonnettes qui ont 2 approches différentes. Odyssey, peut-être un peu plus
plus de meilleur comportement routier, une bonne fiabilité, vous allez avoir un peu plus de kilométrage, ou une Dodge Grand Caravan qui a une plus faible valeur de revente, mais qui est un choix très potable avec des pièces qui coûteront pas cher. Peut-être une fiabilité un peu moins bonne que la Honda, mais les pièces coûtent pas cher et tout le monde est capable de réparer ça sur un Caravan. Voilà, vous avez votre réponse. Merci, Sam. Grand plaisir. C'est parti. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Quel bonheur de vous voir au podcast. Êtes-vous habitué d'en faire des podcasts ou... Moi, j'en ai fait un avec toi. Oui, on s'était échauffé avant. Oui, c'est ça. Moi, c'est une première. Ben, bienvenue dans l'univers du balado. Moins compliqué, moins de caméras, malgré qu'on en a, parce qu'on est sur YouTube. Pour ceux qui aimeraient voir le balado vidéo, on va l'offrir sur YouTube et sur le rpmweb.ca également. Mais c'est vraiment une autre formule. Là, on va discuter aujourd'hui. Puis je suis content d'amener ce sujet-là avec vous parce que je pense que c'est un sujet qui va intéresser plus largement le monde. On parle de journalisme automobile depuis plusieurs années au Québec. On connaît les ténors du journalisme automobile aussi. Oui. RPM est une émission qui fait partie de l'histoire du Québec maintenant en termes d'automobile, clairement. C'est définitif. Et sur la scène télévisuelle aussi, parce que c'est quand même plutôt rare qu'il y ait des émissions qui font... Là, on est à notre 26e saison, là, de façon continue sur une chaîne nationale. Attention, là. Ça s'est pas vu souvent. Non. L'automobile est quelque chose de vraiment important, je pense, au Québec. On aime l'automobile beaucoup. On est sanguin par rapport à ça. Il y a une culture de l'automobile, qui est forte. Passion très, très forte. Puis en plus, tu sais, on parle en français. Oui? Ben oui. Mais c'est déjà un bon défi quand même aussi de prendre la place dans le monde de l'automobile en sachant que c'est un milieu qui est très anglophone également. Et là, tu sais, vous animez une émission à RPM. Vous êtes des journalistes aussi sur le site rpmweb.ca. Vous faites des chroniques également. Ça devient un peu confus de comprendre qu'est-ce que vous faites exactement. Si vous pouviez m'expliquer en une phrase votre métier, comment vous le ferez? Une phrase. Ça dérange si la phrase est bien longue. Avec bien des virgules. C'est quoi le nombre maximum de mots? Non, mais je calculerai pas les mots, mais prenez le temps de penser parce que, tu sais, des fois, c'est ça, je l'aime ça à dire. Oui, je connais Sam de RPM. OK? Sam, c'est qui? Ben, c'est un animateur, mais il n'est pas juste ça. Tu sais, il est aussi journaliste, il est aussi chroniqueur. En fait, ce qui chapeaute tout ça, c'est le fait d'être journaliste automobile ou chroniqueur automobile. Ça dépend comment on voit ça. Nous, on se dit, ben oui, on est plus journaliste parce qu'on essaie de faire un peu, comment je dirais bien ça, le côté très cartésien de l'analyse automobile. Mais puis la chronique, on parle plus souvent d'opinion là, quand on dit qu'on est chroniqueur, mais j'avoue que nous, on donne pas mal notre opinion, donc on porte peut-être un peu plus le chapeau de chroniqueur automobile, mais c'est ce qui vient vraiment chapeauter le tout, parce que ce soit à télé, à radio, à l'écrit, je veux dire, t'es journaliste ou t'es chroniqueur partout, là. Peu importe le médium sur lequel t'écris ou que tu fais une performance. Dans ma tête, à moi, c'est ça. En fait, la définition de notre job, essentiellement, selon moi, c'est de prendre battre des chars. Non, ça, c'est d'autres médias. Mais c'est... J'ai pas ça, c'est enregistré, ça. Oui, c'est enregistré. Non, mais à la base, c'est de prendre froidement un produit, l'analyser dans le contexte de ce pourquoi il existe. Parce que, tu sais, il veut pas, on essaie une quantité astronomique de véhicules. Puis ça se peut que tu passes d'une semaine, là, je recule un peu dans le temps, mais ça se peut que tu passes d'une semaine d'une Kia Rio à la semaine d'après à une classe S. Ça se peut que tu aies ou d'une classe S une Kia Rio. Là, tu dis, voyons, je suis comme en punition, mais c'est pas le cas du tout. Des fois, la marche n'est pas si grande que ça, puis il y a une bonne différence entre les modèles. Exactement. Donc, c'est vraiment de dire, de se clairer la tête d'une fois à l'autre, dire, bon, ben là, j'embarque dans tel type de voiture, à qui ça s'adresse? Qui va acheter ça? Exactement. C'est quoi leurs besoins? C'est quoi qu'ils recherchent dans le produit? Et est-ce que ce véhicule-là répond à ces besoins-là? C'est là qu'on devient très critique ou qu'on est comme, tout est là. Mais il n'y a aucun véhicule qu'on va faire. Écoute, tout est coché, il est parfait. Il y a tout le temps quelque chose à quelque part. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Oui, ça, c'est même le constructeur de manière générale. Il y en a des meilleurs que d'autres. Est-ce que vous voyez un peu comme des conseillers? Parce qu'on dirait que, tu sais, quand vous me dites ça, là, on analyse, on est là pour donner notre avis sur des véhicules. Dans le fond, vous conseillez le monde. Ben oui, de façon générale et globale, oui, dans l'émission, sur le site, blabla, mais de façon individuelle aussi, que ce soit par les questions dans RPM+, ou des fois même via les médias sociaux, les gens nous contactent, même les gens de la famille, là, tu sais, qui nous écrivent. Des fois, il y a un de mes amis qui m'a écrit parce qu'il sait que je te connais, puis il veut que je te pose telle question. Bon, ça arrive régulièrement. Moi, dans ma famille, maintenant, j'ai comme un petit confessionnal. Quand j'arrive, généralement, il y a un petit confessionnal. Fait que là, j'ai les consultations, puis après ça, on fait le party. OK. Après ça, c'est la première coupe de vin qui arrive. Oui, c'est ça, exact. Oh non. Durant le confessionnal. Durant le premier confessionnal. Mais ça, c'est vraiment drôle. C'est un shooter par personne. C'est monac. Moi, j'ai remarqué que depuis que je fais ce travail-là, à toutes les fois où je suis dans un événement avec des gens, de la famille, tu sais,
je parle pas, moi puis ma blonde, là, mais tu sais, avec, mettons, mes beaux-parents ou même mes cousins, cousines, à un moment ou à un autre dans la soirée, on va parler de char. C'est sûr. Des fois, parce que, il y en a un qui a vu telle affaire, j'ai vu tel char, c'est quoi cette affaire-là? Je l'ai jamais vu, je l'ai pas reconnu, blabla. Il y a une lumière arrangée de même en arrière, là, c'est un char, blabla, ça va être quoi? Attends un peu, tu sais, Buick, c'est ça, c'est pas. Ça m'est arrivé dernièrement, ça, quelqu'un qui m'a parlé des lumières, tu sais, les espèces de barres lumineuses horizontales qui descendent aussi sur le côté à la verticale, sur la grille de devant du véhicule. Mais c'est rendu la tendance dans l'industrie actuellement. C'est un genre de design-là. Puis la personne était comme non, mais j'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'est parce que là, juste pas donné que tu l'as vu ce Je peux te parler de Volkswagen Atlas, je peux te parler du Lightning, je peux te parler de beaucoup de modèles qui ont ce genre de design-là. Puis on dirait que ça menait confus. Là, mais tout ça pour dire qu'à chaque fois, on parle d'automobile. Puis ce dont on parle le plus souvent, c'est de véhicules électriques puis de conduite autonome. Moi, c'est ce que les gens, c'est ce dont les gens parlent. Conduite autonome, je sais pas, mais tout le monde semble s'en contre-sacré dans mon environnement. Moi, ça me parle de char électrique, mais conduite autonome, ça, c'est un sujet, moi, que ça passe 100 pieds en dessous du radar. Les gens sont fascinés peut-être par ça, ou je sais pas, c'est parce que je me suis adonné à conduire des véhicules qui avaient ça, ou j'en parle autour de moi, parce que c'est sûr que si j'en parle, les gens sont portés à m'en parler. Ben non, c'est ça, mais... Et puis, je vous pose la question dans le genre, tu viens de Thetford Mines, de mémoire. Oui, originaire de là, oui. De l'Abitibi, Sam? Non. Non, hey, insulte-le pas, toi, là, il va grimper des rideaux. Je viens du Témiscamingue. Oui, et il y a une différence qui est très importante. En plus, viscérale, je te le confirme. Souvent, ça. C'est quoi le nom de mon village? Ça, je peux pas te le dire. Béarn. Hey, wow. Ça s'appelle Béarn. Faut pas être condescendant comme monsieur ici. Mais non, mais je vais prononcer vraiment toutes les lettres. Mais on salue les gens de Béarn. Absolument. Un gros bonjour. Moi, j'ai travaillé à Thetford Mines quelques années. J'ai travaillé pour une agence de publicité dans le coin de Thetford. Dans le coin ou à Thetford? À Thetford. Oui, vraiment à Thetford. Je connaissais pas du tout la région, puis j'ai commencé à connaître ça. Très belle région, d'ailleurs. C'est particulier quand même. Oui, non, mais les lacs bleus, c'est beau, là. C'est magnifique, là, franchement. Il y a des belles routes pour essayer des véhicules aussi. Le point que je voulais amener par rapport aux régions... OK, donc en tant que touriste? Non, parce que là, c'est quoi votre plus belle région du Québec? Non, c'est pas ça la question. Tu sais, quand on parle de la conduite autonome, est-ce que vous sentez que ça intéresse peut-être plus des gens qui sont dans les milieux urbains? Parce que moi le sentiment que j'ai, c'est quand je sors, parce que j'ai beaucoup de familles dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais beaucoup dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ce que je me rends compte, c'est que il n'y a aucun intérêt, là. Mais comme tu disais tantôt, Luc Olivier, tu sais, je sens aucun intérêt de la part des gens par rapport à ça. Mais quand j'arrive maintenant avec des amis qui sont dans le milieu urbain, qui se déplacent en trottinette électrique ou qui ont des moyens de transport différents, eux autres ont de l'intérêt. Eux autres, ils m'en parlent comme hey, je pourrais travailler dans le véhicule, je trouverais ça plus intéressant. Pensez-vous que la conduite autonome, c'est une technologie d'urbain? Moi, je suis convaincu que je vais être mort et enterré et passablement décomposé avant que ça finisse par être réellement efficace à l'idée que le monde a de la conduite autonome, comme dans Jetson, quand j'étais petit. Tu t'assois dans ta bulle, puis ça part tout seul. Moi, je ne connaîtrais pas ça de mon vivant. Je suis convaincu de ça. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de système de... On envoie déjà des systèmes de conduite autonome. Oui, mais il reste qu'on est encore loin de la coupe aux lèvres. Ça fonctionne selon différents paramètres. Là, la température, il ne faut pas que la petite ligne soit moindrement usée parce que là, sérieux, moi, je trouve ça encore très broche à foin, l'organisation de la conduite autonome. Moi, c'est ce que en tout cas, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais il reste que ce qui va aussi freiner ça, c'est les législations. Là. Oui. Parce qu'actuellement, on n'est pas équipé pantoute pour faire face à ça. Et il faut se rappeler aussi qu'on a majoritairement des gouvernements qui sont très... ils ont le don de nous pouponner et nous déresponsabilisent de beaucoup de choses. Fait qu'avant qu'ils acceptent de nous laisser être gérés par un véhicule... Oui, il y a certaines places où l'avortement n'est même pas permis. D'après moi, on est loin de quoi la conduite autonome. Bon. Oui, c'est là, je parlais plus à notre niveau canadien. Oui, mais c'est ça. Oui, mais tu sais qu'on est comme un peu dépendant de ce qui se passe au sud, maintenant. Oui, beaucoup, par la grosseur des États-Unis. On n'a pas le choix de faire dans l'automobile, on n'a aucune souveraineté, ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Mais tu sais, je vous entends parler de tantôt, on parle de sujet automobile ensemble, ça va vite. Là, on tombe dans l'expertise, on parle justement de cette connaissance-là que vous avez du milieu. Puis j'ai envie de vous amener sur le volet conseiller que je vous parlais un peu plus tôt, parce que pour moi, c'est un peu de même la définition que j'en fais. Tu sais, je nous vois, je vais me mettre dans l'équipe maintenant. C'est assez présomptueux, merci. Ça n'a pas pris de temps. Non, mais Pierre, l'autre fois, a pris la peine dans le podcast de dire que je faisais partie intégrante de l'équipe. Ah, mais là, tu vois bien. Il est en train de prendre sa retraite, lui, tu vois bien qu'il ne maîtrise pas ses sujets.
En tout cas, Ce sont des blagues, je tiens à préciser. Donc, je tiens à préciser que je ne supporte pas ces propos. Je veux travailler encore l'année prochaine. J'espère qu'il va rire en entendant ça. En tout cas, on verra. C'est vrai qu'il rit jaune. Sinon, ça me fait plaisir tout le long. Non, mais... Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, là, OK, mettons que je ne suis pas dans l'équipe, mais que vous êtes des conseillers automobiles dans ce cas-ci. Oui. Est-ce que vous voyez une différence majeure, puis moi, je pense que la réponse est assez évidente, entre ce que vous allez amener comme conseil versus ce qu'on pourrait retrouver d'un créateur de contenu ou d'un influenceur? Mais ça n'a pas rapport. Ça a zéro de rapport. Je vous amène là-dedans parce que faut savoir une chose. Puis j'ai regardé des statistiques dernièrement qui parlaient justement de la consommation du contenu fait par les créateurs de contenu puis des influenceurs. Et c'est toujours à la hausse. Tu sais, il y a quelques années, on parlait un peu, on disait, ça va diminuer. Ça va mener, c'est comme une bulle, les influenceurs. Il va éventuellement avoir un plafond, mais quand, on le sait pas. On ne le sait pas encore parce que quand on voit la consommation, surtout sur une clientèle plus jeune, on voit que les gens commencent à avoir de plus en plus envie de suivre des gens parce qu'ils aiment leur quotidien, ils aiment leur style de vie, ils aiment des choses comme ça. C'est une façon un peu plus insidieuse de... Exactement. C'est tout dans l'instantanéité de la vie maintenant. Puis, tu sais, on parle du monde automobile, c'est une chose. Nous, on le voit bien dans les événements de presse. Puis même nous, comme médias, on doit faire de plus en plus de choses. La preuve, on est en train de faire un balado, chose qu'on n'a jamais faite. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Puis on n'a jamais fait ça. C'est quand même évolué. Oui, je suis d'accord. Pas tout, c'est sa radio AM non plus. Non, moi, j'étais sur le code morse. Mais il reste que, les choses évoluent quand même très vite, mais c'est un mouvement qui est sociétaire. On fait juste regarder. Maintenant, les gens sont même plus foutus de se déplacer pour aller chercher leurs commandes. Ils les font livrer chez eux. C'est trop d'efforts de se déplacer. Ça se fait livrer des boîtes de bouffe toutes préparées. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais ça arrive tout sous vide, emballé, préfait. C'est ultra polluant, mais ça roule en char électrique en se prétendant donc bien écologique parce que tout le monde est dans l'instantanéité. Personne n'a plus le temps de rien faire à part d'être sur son téléphone. C'est un peu la société dans laquelle on vit. Puis les professionnels, dans une certaine mesure, on est victime de cette instantanéité-là. Faut tout le temps que ça soit dans la légèreté, dans la frivolité, parce que faire un effort de s'asseoir, de s'arrêter, d'apprendre de quoi, de se forcer, on dirait que ça ne fait plus partie de l'état de la société actuelle. Puis sérieusement, je regarde des jeunes aller, je dis pas qu'on doit faire des généralités, mais quand tu regardes l'ensemble du monde, tu fais comme... Tu fais juste regarder, là, on peut faire un léger parallèle par rapport à la campagne américaine qui se déroule en ce moment. Le nombre d'enneries qui sont dites et que les gens font juste, c'est écrit sur Facebook, ça doit être vrai. Oui, puis il faut faire attention, tu l'as dit même, il y a les jeunes là-dedans, mais les statistiques. On peut généraliser aussi, tous. Mais c'est ça, exact, parce que les statistiques prouvent aussi que ça perce maintenant des générations qui sont plus âgées. Là, de plus en plus, l'influence amène ce genre de contenu-là. Tu parles de frivolité, de contenu instantané. Tu penses pas qu'un journaliste automobile pourrait faire du genre de contenu de même et garder encore sa crédibilité? Bien, moi, personnellement, je pense que c'est un peu ça vers quoi on doit s'en aller parce que, il faut garder, faut être capable d'attirer les gens de la façon dont ils consomment le contenu, mais garder en tête notre mission première. Je ne dis pas que c'est une tâche qui est facile, là, mais de donner notre opinion, donner des conseils. Oui, t'achètes ça. Non, t'achètes pas ça. Ou il est pas bon pour telle raison ou il est bon pour telle raison. Faut aussi... Parce que on peut pas dire aux gens, là, non, nous autres, là, c'est des textes de 1500 mots qu'on fait sur le site. Là, vous allez aller lire ça. Si ça ne me tente pas de lire un texte de 1500 mots, il y a la question de la notoriété. Je pense qu'une personne qui commence à l'inverse, nous, ça fait quand même déjà quelques années qu'on fait le métier. Vraiment, Je pense qu'on a une certaine notoriété d'un point de vue d'une analyse de véhicules. Donc, si on fait du contenu plus léger, réseau social, les gens nous connaissent, ils vont dire « Ah, ben lui, s'il dit quoi, il y a une notoriété. » Mais si la personne commence... Je vais juste donner un exemple qui me vient toujours en tête quand on parle de cet univers-là. C'est l'influenceuse Supercar Blondie qui est affreusement riche à faire des âneries avec des véhicules et d'une futilité qui m'exaspère à chaque fois. Elle va avoir 15 millions de followers ou de suiveurs parce qu'elle a fait « Hey guys, look at these wheels! » L'invitation était quand même... Je l'ai vu, la roue, là. T'as pas besoin de me dire, look at, this teaching is mais ça prouve une affaire, c'est que t'es pas atteint par ce type de contenu-là. Parce que les gens, de façon générale, sont atteints par ça. Pourquoi des vidéos de chats, c'est populaire, tu penses? Parce que t'écoutes ça, puis tu te mets le cerveau à off, puis c'est un peu le même genre. Puis tu sais, des fois, on parle des gens, mais on parle des gens, tu sais, je trouve ça... Tu sais, même moi, des fois, j'haïs pas ça, voir juste une vidéo, mettons, sur... Les chats, j'étais allergique. Fait qu'en partant... ça peut être une compensation. Vu que je suis allergique, tu les touches pas.
Le poêle ne traverse pas l'écran. Non, mais on dirait que vu que je suis allergique, j'ai aucun intérêt. Désolé aux amateurs de félins qui nous écoutent, j'aime mieux les chiens. Mais tu sais, quand on pense à ce volet-là, le volet très rapide, puis le volet consommation, moi aussi, j'aime ça des fois, être sur une plateforme sociale, puis juste écouter une vidéo qui m'apprend une recette de... là, c'est les pâtes à la citrouille de ce temps-ci. Mais j'aime ça, voir des pâtes à la citrouille rapidement tournées qui me montrent un beau contenu, puis ça a l'air délicieux, puis après, je me dis, ça me tente. Puis qui n'aime pas à un moment donné dire hey, à soir, on se met un petit film, là, je mets mon cerveau off, puis on écoute ça, là, pas obligé d'être dans un documentaire sur la Première Guerre mondiale tout le temps, tu sais. Bien, il y a comme cet équilibre-là, je pense, à trouver. Puis, tu sais, dans le métier de journaliste automobile, là, je vais dans de l'éditorial, puis vous commenterez ce que je vais vous dire. Non. J'ai comme Non, commentez pas. Je vais juste la faire toute seule, ça va être super bon comme podcast. Fais attention à ce que tu vas dire, parce qu'on est assez tranchant. Non, mais justement, soyez tranchant, ça va me faire plaisir. J'ai comme l'impression qu'il y a un conservatisme qui reste quand même beaucoup dans la manière de faire les choses. On dirait qu'on a de la misère à sortir, tu sais, surtout sur les textes, sur les sites web, la manière de consommer ce contenu-là. Je trouve que, surtout au Québec, on a une belle niche, on le dit en début de podcast, les gens aiment les voitures ici, on a une culture de la voiture qui est bonne. Moi, je me vois privilégié de pouvoir parler de voiture dans ma langue que je suis né. Je trouve ça plaisant de pouvoir faire ça. Mais on dirait que j'ai l'impression qu'on a la difficulté à vouloir continuer à avancer dans ces nouvelles technologies-là, peut-être par crainte ou par manque, justement, de rester professionnel. Il y a peut-être un peu de snobisme aussi là-dedans parce que le background académique que j'ai, j'assume que je suis un journaliste, je fais une analyse critique. Quand je fais une analyse, je dois aller en profondeur. Je veux pas juste tout le temps effleurer puis être dans cette espèce de légèreté-là qui, à mon sens, ne dit rien à part de montrer la couleur de l'auto. Il y a peut-être l'équilibre à trouver. Oui, je sais, mais... Un n'empêche pas l'autre. Non, exact. Je suis d'accord, mais j'ai pas assez de temps dans la vie pour perdre mon temps à faire des frivolités. C'est sûr, si tu vois ça de même, c'est peut-être normal de ne pas être enclin. J'ai pas d'intérêt beaucoup à le faire. Je le fais par obligation le 3/4 du temps. Comme aujourd'hui, dans le fond, t'es obligé. Non, pas nécessairement, mais... C'est quand même pas un contenu frivole. Non, quand même pas. Mais il reste que, tu sais, moi, me faire des petits clips de Facebook puis d'Instagram de 2-3 secondes, puis moi, ça marche pas. T'aimes pas ça. C'est pas moi. C'est correct. Fais-moi écrire un texte de 3000 mots sur le char, si tu veux, moi le faire avec très grand plaisir, mais juste j'aime pas ça. OK. Puis la profession, mettons, aujourd'hui, de journaliste automobile, elle a évolué beaucoup. On le disait un petit peu plus tôt aussi. On dit que maintenant, c'est les événements, quand on va couvrir quelque chose, c'est plus juste, on prend les textes et les photos qu'on se fait fournir, puis c'est nous autres qui doivent produire tout le matériel sur place. On est seuls, généralement. Puis ça fait aussi partie de la job. Oui, exact. En français, si tu veux le faire comme faut, c'est de même ça marche. Ben, c'est ça, exact. Ça fait la partie... présentation vidéo aussi qui doit être faite, le B-roll, tout ça. Comment vous voyez l'évolution du journaliste automobile? Croyez-vous qu'on est capable d'aller plus loin encore? Pensez-vous qu'on va pouvoir faire encore plus de choses avec ça ou on atteint un certain plateau? Parce que, tu sais, même moi, quand je vois ces événements... Plus de choses? Non, mais c'est ça, parce que je me pose la question moi-même, des fois, je me dis, tu sais, à cette heure... En fait, dans les événements de presse, souvent, à part quelques constructeurs, on plafonne au niveau de l'information qu'on est capable d'avoir. Précédemment, puis je suis assez vieux pour avoir vraiment bien connu Sam aussi, dans une certaine mesure, c'est sûr qu'il en a connu quelques-uns, mais à l'époque, quand j'ai commencé à être journaliste automobile, tu débarquais à un événement de presse, les ingénieurs étaient là, le relationniste connaissait son produit sur le bout des doigts parce que ça faisait 40 ans qu'il travaillait pour le constructeur, puis devenir relationniste, c'était comme la finalité de sa carrière. Tu avais les designers qui étaient là, tu avais beaucoup de gens de l'industrie qui étaient là. Aujourd'hui, les gens qui sont présents dans les événements de presse, c'est des organisateurs d'événements. Et il y en a beaucoup que la semaine d'avant, c'était des vendeurs de frigidaires ou de cellulaires. Et là, ils débarquent dans le monde de l'automobile parce qu'ils viennent d'une agence. Et là, c'est encore une fois au même titre, selon moi, que l'univers des influenceurs dans une certaine mesure. Je ne dis pas que tous les influenceurs rentrent là-dedans, mais c'est dans moi, que je vende un char ou un frigidaire, je vends quelque chose. Fait que là, si tu y parles de « Hey, ouais, tu sais, telle affaire, hey, vous avez ramené ça », puis là, ils te regardent. Un chevreuil savant. Ça, c'est plus grand que l'individu lui-même. C'est le marché. C'est une culture. Non, mais c'est aussi une culture d'entreprise. Oui. Je veux dire, si on prend GM est rendu de même, si Ford est rendu comme ça, c'est parce que, à quelque part, il y a un bénéfice que ces compagnies-là perçoivent avec ça.
est-ce que c'est plus payant pour ces compagnies-là de, on va dire ça de même, graisser à la patte à des gens qui vont faire un contenu qui va toujours être positif plutôt que de s'exposer à la critique? Puis nous, on a vécu ça dans notre travail pas plus tard que l'année passée, là, où des constructeurs nous ont mis des bâtons dans les roues parce qu'on était trop critiques envers leurs produits. Puis des bâtons, là. Quand je dis des bâtons des roues, c'est de refuser de nous prêter des chars. Ah oui, puis on n'était plus invités au lancement des véhicules, on n'a plus accès à des autos. Exactement. On a eu pas des menaces, mais mettons que on brandissait la possibilité de légal à travers de ça avec des avocats et tout ça. Moi, je me mets à la place d'un constructeur. Moi, je pense que c'est une réaction à court terme. Dans le sens où on se dit, écoute, lui, il est trop bruyant, là. Lui, il jappe trop fort. On va l'étouffer. On va l'éteindre. Il ne parlera plus. Après, oui, mais je veux dire, à un moment donné, là... C'est une tentative de contrôle, littéralement. Oui, puis la vraie nature des gens, des journalistes, mais aussi du constructeur qui a une attitude comme ça, finit par sortir. Oui. Fait que ça, une attitude à plus long terme, c'est plutôt de dire, regarde, nous autres, on n'est pas d'accord, mais on respecte ton opinion. Puis, je veux dire, la prochaine fois, peut-être que notre char, il va être meilleur à ton avis. Puis, tu vas le dire. Parce que, puis il faut aussi être honnête, nous, on est très critiques envers les produits. Je pense que les gens qui nous suivent le savent très bien. Quand on est critique négativement, on l'est pour de bon. Mais quand on est critique positivement, on l'est pour de bon aussi. Si tu es capable de faire un char qui a du bon sens selon nos critères, tu peux être sûr qu'on va le dire. Puis parle-en à des constructeurs qui ont fait des véhicules dans les dernières années. Il y en a qui sont vraiment contents de la couverture qu'on fait. C'est pas juste parce que c'est nous autres, c'est aussi parce que le char qu'ils font, il est bon. Il faut faire attention, par exemple, parce que des PR, il y en a aussi qui sont très bons. Oui, c'est ça. Puis quand on pose des questions, vont nous fournir des réponses, vont être intéressés, vont respecter aussi le travail qu'on fait. Et ça nous aide beaucoup, mais ça aide le constructeur aussi. Il faut garder ça en tête. Parce que c'est quand même le représentant des relations publiques. S'il fait une bonne job, il aide le constructeur, il aide son employeur. Exactement. Fait qu'il faut que tout le monde trouve son épingle du jeu là-dedans. Il faut un peu que le PR soit l'allié des journalistes, mais aussi du constructeur. Ben, c'est ça, la job d'un PR sans sandwich. C'est le jambon en 2 tranches de pain. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a des PR qui nous ont dit à maintes reprises que lorsqu'ils savent qu'on a un véhicule en tournage pour RPM, ils dorment à peu près plus. Là. Ils gardent leur cellulaire. On est méchants! Mais c'est pas juste ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une pression du tournage. Je veux pas. Quand on tourne, on peut pas attendre 1 heure d'avoir la réponse. Ça nous l'apprend très rapidement. Et souvent, quand on est en tournage, si on est en train de tourner, puis là, on fait comme telle affaire, c'est ça ou c'est ça? Et là, on cherche. Des fois, on ne trouve pas l'information. Tu appelles le relationniste, puis écoute, j'ai besoin de ça hier. Là, ça rue d'un brancard. Là, ça rue d'un brancard, mais les bons PR, généralement, soit qu'ils vont déjà avoir la réponse ou ils vont la trouver dans un délai qui est raisonnable. À l'opposé, il y en a d'autres qui ne savent même pas qu'on est en tournage avec le char. Il y a ça, ou ils n'ont aucune idée de quoi qu'on parle. Ça, je me suis déjà fait dire, écoute, je ne sais même pas de quoi tu parles. Non, ça, ils savaient, mais c'était l'information que j'ai demandé, là, il n'y avait aucune idée. Je ne sais même pas à qui demander ça dans l'entreprise. Là, j'ai dit, appelle tel. C'est sûr, tu parlais à Toyota et tu disais l'information, c'est à Civic. Ils ne le savent pas, eux autres. Là, non, vous tapez au bon. Je ne m'étais pas trompé de numéro. Mais c'est intéressant de voir ça, tu sais, un peu les dessous de l'arrière-scène, je veux dire, surtout l'arrière-scène de l'automobile. On commence à être creux, les dessous de l'arrière-scène. On est vraiment en barouette. T'es en dessous de salage. On est en profondeur en arrière. Mais c'est creux. C'est creux. Mais dans tous les cas, ce que j'aime surtout, c'est de comprendre que la dynamique n'est pas toujours évidente. Parce que des fois, il y a des gens... Comme pour d'autres emplois. Oui, non, je suis pas en train de victimiser ce qu'on fait, là, clairement. Non, on peut pas se plaindre. Non, vraiment pas. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas se plaindre? Ouais. C'est quand même une job qui est assez unique, c'est assez singulier. Puis c'est une job qui est très, très privilégiée au niveau de ce que ça nous apporte dans la vie. On est des tripeux de chars. Ouais. On change de véhicule sur une base régulière, mais ça, je pense que là, c'est un autre Parce que c'est nos véhicules de presse, peut-être les gens qui sont moins familiers. Oui, c'est ça. J'ai pas moyen de changer d'auto à toutes les semaines. Mais ce que je veux dire, mais ça, je pense que ça pourrait être un autre sujet à aborder dans un autre balado ultérieur. Vraiment, c'est quoi la job de journaliste et les avantages et les inconvénients? Parce que souvent, les gens, ils pensent que notre vie, c'est que du jet-set, que les grands avions, que les grands hôtels, les grands restaurants, mais souvent, tu n'es même pas 24 heures en Europe et il faut que tu reviennes. C'est pas si glamour que ça. Et c'est exigeant aussi, là, dans le sens la pression de production. Je parle pour nous, là, vraiment, notre travail à nous, puis la façon dont l'entreprise est montée puis fonctionne. Là, Torque, là, pour qui on travaille, l'émission RPM, tout ça, ça impose une cadence de production télé, mais aussi production de contenu pour le web. Puis de conjuguer tout ça
ça, des tournages avec des partenaires qui nous donnent un bon coup de main dans l'émission, etc. Tu sais, ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup de concentration, beaucoup d'implication aussi. Puis c'est ça, c'est très difficile. C'est beaucoup d'efforts et je pense qu'elle est là la ligne. Tu sais, la fameuse ligne entre le journaliste et l'influenceur est là aussi beaucoup. J'ai comme l'impression, puis je suis pas en train de dire que les influenceurs font pas d'efforts parce qu'il y a de l'effort aussi là-dedans. Il y a du stress, des commentaires. Ouais, c'est quand même une certaine création de contenu. Il faut se réinventer pour garder ça actif. Tu es à l'avant, tu es à l'avant-plan de te faire tirer des œufs. C'est vraiment pas nécessairement facile non plus. Mais la pression qu'on se met aussi, je pense, chez RPM, d'avoir cette espèce de droiture-là au niveau de l'information qu'on va véhiculer, au niveau de la justesse des mots qu'on va utiliser aussi. Je pense que c'est ça qui fait la richesse. Tu sais, croyez-vous encore, puis la question, je vous la pose parce que je l'ai posée à Pierre aussi, puis je trouve ça le fun de vous la poser, mais croyez-vous encore que RPM a une place importante aujourd'hui dans l'automobile? Croyez-vous que RPM, c'est encore un média qui a son importance? On serait bien colon de dire non. Non, mais admettons, tu aurais pu me dire, ben oui, mais tu sais, on a tellement maintenant d'autres contenus que c'est à nous de se renouveler quoi que ce soit, tu sais. Mais en même temps, je pense que la réponse peut être crue et dure de dire oui, c'est encore important, puis c'est un peu comme ça que Pierre a répondu aussi, tu sais. Ben, j'entends Pierre dire c'est plus important que jamais. Puis honnêtement, je pense qu'il a raison. Parce que comment faire pour avoir la vraie information sur un véhicule s'il n'y a pas de monde comme nous autres qui fait pas, tu sais, qui dit pas les vraies affaires, c'est genre. Dans un monde de complaisance. Dans un monde de complaisance, dans un monde d'influence, tu sais, moi, je veux dire, c'est ça, ça prend des personnes. On a le droit de se garrocher des fleurs. C'est ça, je veux pas que le spotlight soit chez nous. Non, puis je vous pose la question parce que c'est important. On n'a pas toujours la chance de se garrocher des fleurs, je vais prendre ton expression, Luc-Olivier, parce que justement, on est bien bon pour se faire dire qu'on ne sait pas quoi qu'on parle. Hein? On est bon pour se faire dire qu'on connaît pas ça, puis on est bon pour se faire dire que ce qu'on fait, dans le fond, c'est à la va-vite, on sait pas de. Mais dans le fond, il y a quand même un travail de fond derrière ça. Puis je trouve ça important de le mettre en lumière aussi parce que je te rejoins sur ce que tu as dit, Samuel. Tu sais, je pense que le côté très... les gens ont besoin plus que jamais d'avoir de l'accompagnement. C'est mêlant plus que jamais acheter un char. Il faut dans une certaine mesure, que les gens sachent qu'il y a un endroit minimalement en tout le moins, dans l'univers automobile québécois où ils vont être capables d'avoir une information qui est validée, qui est vérifiée, qui est juste. Sur laquelle ils peuvent se fier. Qu'on est pur à 100% dans toute l'information, non, parce que ça arrive qu'il y a des erreurs à gauche et à droite, malgré toutes les vérifications qui sont faites. Mais ils savent minimalement qu'en venant sur RPM, il n'y aura pas de flattage de poils dans le bon sens parce que, oh mon Dieu, que j'ai donc bien aimé cet hôtel-là, cette fois-là, c'était donc bien un meilleur char parce que j'ai donc bien mieux dormi. C'est pas du tout influencé dans nos opinions sur les véhicules. Puis tu sais, je me rappelle très bien d'avoir conduit des voitures extraordinaires dans des environnements extraordinaires, puis m'être fait dire, coudonc, tu l'as-tu aimé? Mais oui, mais il passe un peu à côté de sa mission, selon moi. Puis pourtant, la voiture, c'était une voiture extraordinaire que tout le monde aurait bavé ou vendu le maire pour faire un tour dedans, mais dans ma tête, il était passé à côté. Mais tu sais, on se laisse pas teindre ou atteindre, à tout le moins, par l'environnement dans lequel on travaille. On demeure toujours neutre, puis il faut que les gens... C'est ce que les gens aiment de RPM, c'est qu'il n'y a pas de... Parce qu'on est allé au Barin pour aller essayer le char ou fouille-moi où, ben, il est bon ou il est pas bon, là. T'auras beau m'emmener ça à la lune, c'est une poubelle, c'est une poubelle. Puis c'est ça que ça prend, finalement. T'sais. Y a-t-il encore une place? Oui, il y a encore de la place à ça. C'est Moi, je pense que c'est d'autant plus important maintenant. Où est-ce que vous voyez la profession de journaliste automobile d'ici 15 ans? T'sais, dans 15 ans, là, comment vous voyez le métier? Ben, moi, je suis convaincu que si on a posé cette question-là à des gens il y a 20 ans, en 2000, ça va être pas en 2020 ou 2025, dire, c'est un peu comme quand on disait, oui, en 2020, les chars vont voler. Ben non, les chars volent pas. Non. Je pense Ils sont pas autonomes non plus. Tantôt, on était clair là-dessus. Je pense pas qu'on va être bien loin de ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire peut-être que la façon avec laquelle on va transmettre l'information, transmettre nos opinions, peut-être que ça va changer un peu. Je veux dire, mais en fait, c'est qu'en ce moment, on vit un des virages de l'histoire automobile les plus importants du passage du thermique vers l'électrification, ou à tout le moins la quête d'abandonner les motorisations avec des carburants fossiles non renouvelables. Clairement, il y a une mouvance et on vit ça depuis les 10 dernières années, cette espèce de mouvement-là. Même si les gens ils pensent que ça va arrêter dans 5 ans, il y a clairement une mouvance qui se fait, que ce soit l'électrique, l'hydrogène ou peu importe ce que ce soit d'autre. Ça ne sera plus du gaz puis du diesel. Ça, il faut que les gens comprennent ça.
Désolé à ceux qui aiment ça, là, mais c'est ça pareil la réalité. Je suis le premier, j'ai un V8 dans une de mes voitures, j'ai un V6 dans une autre. J'aime encore l'odeur du gaz, mais mon daily driver, c'est une voiture électrique. Moi aussi. Tu sais, à un moment donné, on a beau être contre l'évolution, puis il faut se rendre compte que le rendement de voiture électrique est plus intéressant au quotidien qu'une voiture à essence. Mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Non, mais c'est intéressant. C'est ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, notre travail de journaliste, là, on vit des transformations qui sont majeures dans l'analyse, l'interprétation, parce que comme on se dit souvent, il n'y a pas plus pareil qu'un char électrique qui accélère par rapport à un autre char électrique, là. Soit que tu as une claque d'en face ou c'est très progressif. C'est un ou l'autre. Il n'y a comme rien encore vraiment entre les deux. Donc, c'est ce qu'on vit. Ça évolue dans notre analyse comme on le perçoit. Ouais. C'est sûr qu'on analyse moins des histoires de transmission puis de grondement de moteur. Il n'y en a plus. Fait que ça change un peu la manière dont on travaille, mais pas drastiquement. Ben, je dirais un char électrique, c'est un char comme un char à gaz, dans le sens où, là, je le dis en Gérard. En Gérard. Puis t'as même plié les bras pour ceux qui sur YouTube, j'ai adoré ça. Non, mais tu sais, je reprends ça, une voiture électrique puis une voiture à essence, je veux dire, à beau être électrique, c'est une voiture quand même. À 4 roues, un volant, puis elle tient pas le chemin. Tu vas apprendre de la même manière que tu vas prendre ton char à gaz pour aller à l'épicerie, pour aller porter tes enfants à la garderie. L'assemblage, la production du véhicule, les matériaux choisis. Donc, tu as raison de dire peut-être que ça change un peu parce que l'accélération n'est pas livrée de la même manière, puis c'est plus d'électronique maintenant, les écrans prennent plus de place, les applications mobiles, etc., ces affaires-là. Mais il reste que tu t'en sers pour la même affaire. Ouais, les critères de base d'utilisabilité, puis de convivialité, puis tout le kit, ils sont encore valides pour une voiture électrique. Et c'est pour ça, dans RPM, que malgré l'arrivée des véhicules électriques, on fait encore l'accélération, on fait encore le freinage, on fait encore le slalom, on fait encore l'évitement d'obstacles, parce que comme Sam, il dit, que tu roules vers l'épicerie dans un char à gaz ou à électrique, la vocation est la même. Puis l'orignal va sortir que ton char soit électrique ou à gaz. Exactement. Ça changera pas. Tu l'entretiens. Dehors qui va l'éloigner. Non, le genre de son de vaisseau spatial. Oui, c'est ça, exactement. Oui. La soucoupe, là, non. La soucoupe, mais fait que dans le fond, il y a encore de la place en masse pour de la relève aussi dans le métier. Ben oui, t'es-tu en train de te trouver une job? À long terme, vous prenez votre retraite quand? J'ai amené mon CV. Je voulais juste vous en parler. Non, mais blague à part, tu sais, je pose la question, tu sais, mettons qu'on se projette encore dans de l'avenir, c'est-tu une job? Parce que je sais qu'il y a plein de monde qui rêve de faire ça, là, tu sais, la job que vous avez, c'est quand même une job qui est enviable par énormément de gens, puis il y a du monde qui tripe ses voitures, qui, tu sais, maintenant, j'en essaye un peu plus aussi maintenant, puis, tu sais, les gens me disent... Oui, on a vu ça, t'as commencé dans le bas de l'échelle aussi, mais... Oui, j'ai commencé à faire mes ailes ailleurs, puis dans tous les cas, c'est un beau métier, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de le faire, ce métier-là. Ben oui. Puis admettons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, moi, j'ai rêvé de ça. Là. Des jeunes qui nous écoutent peut-être, qui vont dire... On est passé par là. Ça nous est pas... un peu, mais c'est ça... Comment c'est arrivé, ça? Ah, tu poses ta question-là? Ben oui, on a le temps. On a le temps pour en masse? C'est... Toi qui ne veux pas le raconter. Non, c'est ça. Non, mais c'est un podcast, on a le temps en masse. Non, c'est ça. En fait, moi, c'est arrivé un peu par hasard. Évidemment, j'ai toujours été un tripeux de char. J'avais les guides de l'auto, j'avais les annuels. Quoi que les annuels sont arrivés plus tard. Les carnets de route? Carnet de route, j'en ai eu quelques-uns, mais c'était surtout les Car and Driver, le Motor Trend de ce monde, les Road and Track que je dévorais littéralement. Un peu anglophone, hein? C'était... Oui, même, ça marche. À l'époque des magazines automobiles québécois, il y en avait, mais il était malheureusement un peu en décalage par rapport à ce que les Américains avaient. Dans Car and Driver, à chaque mois, il y avait toujours le match comparatif entre les différents véhicules. Puis moi, ça me fascinait de regarder ça. Puis c'était des beaux magazines aussi. Oui, à l'époque, pas juste une photo puis du texte. C'est ça, c'était épais. Bonne infographie aussi, vraiment bien présentée. Il y en avait du budget dans ce temps-là. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là. D'aussi loin que je me rappelle, j'avais une petite auto dans les mains. J'ai toujours fait ça. Et écoute, j'ai fait mon bac en sciences politiques, relations internationales, parce que ce qui m'aurait interpellé le plus, c'est d'aller faire du design automobile. Okay. Mais malheureusement, n'ayant mais absolument aucune aptitude en mathématiques et en dessin, j'ai découvert assez rapidement qu'il me manquait. J'avais les idées. Dans ma tête, les chars étaient très, très clairs. Je vais être chef cuisinier, mais j'ai pas de goût. Oui, c'est exactement. Mon sens du goût ne fonctionne pas. Exact. C'est un peu ça qui m'est arrivé. Fait que j'ai comme rapidement abandonné l'option de travailler dans l'univers automobile. À l'époque, évidemment, Jacques Duval était à l'écran. Jacques Bienvenu était là aussi. Pierre était là dans une certaine mesure, mais ça, j'étais plus adolescent quand ça a commencé réellement. Et je me disais, écoute, ça a donc bien de l'air le fun, mais
je me disais, là, il faudrait faire un cours en journalisme. Au secondaire, j'étais pas particulièrement bon. Quand je suis arrivé au cégep, là, j'ai vraiment émergé en matière académique. La politique m'a énormément interpellé et elle continue d'ailleurs de m'interpeller énormément. Ce qui a fait que j'ai fait mon bac en sciences politiques, puis parallèlement, mais je travaillais en hôtellerie à ce moment-là et je vais toujours me rappeler, je travaillais à l'hôtel Le Prieuré, il y avait le restaurant Le Toast qui était dans l'hôtel et à l'auberge Saint-Antoine, dans le bas de la rue, il y avait le lancement de la Suzuki SX4 berline. Wow! Et je m'en rappelle très bien, c'était en 2008 et à ce moment-là, évidemment, je les vois tous entrer dans le lobby de l'hôtel pour aller manger au restaurant. Les journalistes que tu connaissais parce que tu les suivais. Je les connaissais tous. Évidemment, la grosse collection des anglophones qu'on connaît maintenant depuis, il y en a quelques-uns qui ont quitté l'univers depuis ce temps-là parce qu'ils étaient déjà pas très jeunes dans le temps. Mais tu sais, Gabriel Gélina était là, Marc Bouchard était là, Duval était là. Puis je vais toujours me rappeler de la conversation avec Duval où il me parlait de la toile qui était sur le manteau de la cheminée de l'hôtel et j'en avais-tu rien à cirer de la toile? Moi, tout ce que je voulais, c'était parler de commentaires sur la SX4 Berlin. Non, je te confirme qu'elle aussi, je m'en foutais un peu, mais je voulais donc bien parler. Parce que, écoute, je me rappelle, le rush de pression montré d'adrénaline, il était tout en avant de moi. Ouais, t'as rencontré des idoles, là. Carrément, littéralement. Oui. Absolument. Et en tout cas, je me mets à parler avec Marc Bouchard dans le lobby de l'hôtel. Puis de fil en aiguille, il me dit, écoute, on va t'inviter au Salon de l'Auto de Détroit. Tu vas servir de gopher, littéralement. Parce qu'à l'époque, les salons de l'auto, c'était... C'est quoi un gopher? J'y viens. Okay. Parce qu'à l'époque, les salons de l'auto, c'était des salons. T'arrivais, t'avais des surprises. Tu n'avais pas vu les chars 2, 3, puis 4 semaines avant qu'elles soient dévoilées. Et tu avais le plancher et tu avais la salle de presse qui était l'étage supérieur. Et à ce moment-là, j'avais commencé à travailler avec Auto 1, 2, 3. Et ma job, c'était de faire le lien entre le plancher et la salle de presse. Donc, je prenais les cartes, parce que là, tout était filmé, les caméras, tout. Je prenais les cartes, je les montais à la salle de presse. Eux, ils se dépêchaient à mettre ça en ligne parce que, je vais toujours me rappeler, Daniel Lafrance, qui était le rédacteur en chef à l'époque chez Auto 1, 2, 3, il voulait qu'à l'intérieur de 15 minutes post-dévoilement, il voulait qu'on batte les Américains sur la rapidité des dévoilements. La pression. Je l'ai couru une maudite shot, je peux te le dire, mais j'ai tout vu les dévoilements parce que là, moi, j'étais là, j'attendais à côté de la caméra, énervé comme une puce, qui me donne la carte post-dévoilement, partir à la course. Et là, je faisais ça comme ça. On était 3 caméramans d'avance. Parce que à l'époque, tu avais des estrades pour mettre les caméras. C'est complètement différent. Donc, on courait. Il y avait toujours un trépied placé 2 ou 3 lancements d'avance, parce qu'à l'époque, tu en avais un aux 15 minutes. Et à l'époque, contrairement à aujourd'hui, que les journées de presse, ça dure 5 minutes, à l'époque, c'était sur 3 jours, les dévoilements au Salon de l'Auto de Détroit. Là. Fait que tu en avais pour ton argent. Et à cet événement-là, au Salon de l'Auto de Détroit, je me rappelle, Nissan avait dévoilé le concept Forum, qui a donné naissance à la Quest de 3e génération. Et c'est le premier texte automobile que j'ai écrit, c'était sur le concept Nissan Forum. Et qui est une mini-fourgonnette. C'était une minivan. Donc, Sam, je sens toute ta jalousie. Je me souviens pas. Mais je sens sûrement ta jalousie. Sam, qui est un amateur de mini-fourgonnette, il faut le dire. Oui, mais pas de la Quest. M'excuse à mon ami David Mantel, qui en a déjà eu une. Non, c'était pas mon modèle. C'est son premier texte, la Nissan Hockey. Et tout ça, en tout cas, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec eux. Ça a plus ou moins fonctionné. Finalement, Marc m'a récupéré chez Autonet à l'époque, rentré également dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. J'ai travaillé avec l'univers de Québécois et je te dirais que j'avais peu d'affinité avec le modèle professionnel de cette entreprise-là. Donc, finalement, les choses ont terminé. Entre-temps, j'ai commencé à travailler avec Virage, avec Daniel Boudreau, entre autres. Et l'utopie de cette chose-là, c'est que c'est exactement à cet endroit-là que Pierre Michaud a commencé. C'est lui qui a parti Virage. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode, on a vraiment relaté toute cette histoire-là, d'ailleurs. Puis on a vraiment fait le tour. C'est quand même fabuleux. C'est fabuleux que tu as été à Virage, finalement. Après, parce que j'avais déjà fait un peu de télé à Mode TV où je faisais les chroniques d'occasion pour Autonet à l'époque, dans ce qui s'appelait le guide de l'auto avec Autonet. Et c'est ça. Puis après ça, quand j'ai quitté cet univers-là, je me suis ramassé avec Daniel à Virage. Et c'est à ce moment-là que Pierre il a fait « Non, lui, je le veux ». Et là, je suis rentré. Et ça fait 9 ans, ça fait maintenant 9 ans que je suis dans l'univers de RPM. Je voulais que tu le comptes parce que, tu sais, ton histoire, je la connaissais déjà, mais... Pourquoi tu m'as demandé c'était quoi? Parce qu'il y a plein de monde qui le savent pas. Puis je trouvais ça super inspirant aussi d'entendre ça parce que, tu sais, t'as vu tes
tes collègues journalistes au départ, tes idoles, tu as rencontré des gens, puis je pense que cet effet-là, vous devez le vivre encore un peu aujourd'hui, j'imagine. Des fois, des gens vous voient, vous êtes quand même... Moi, quand je vous ai vu la première fois, j'étais nerveux. J'étais à peu près rouge de même. J'étais nerveux. J'étais comme, my God. C'est quand même drôle parce que c'est des situations, moi, je me toujours me rappeler, j'ai eu le plaisir et je pense, le privilège de conduire à 2 reprises avec Jacques Duvall, qui avait un coup de volant absolument extraordinaire. Jacques Bienvenu aussi avait un coup de volant et lui aussi, j'ai eu le plaisir de conduire avec parce qu'il travaillait à Virage. Toujours vivant. Oui, Jacques Bienvenu, mais tu sais, je conduis plus avec Jacques parce qu'il ne fait plus d'événements de presse. Mais je vais toujours me rappeler, la première fois que j'ai conduit avec Jacques Duvall, on était dans le sud de l'Espagne. C'était la première fois que je mettais les pieds de ma vie en Espagne, à bord de la nouvelle génération de la Mercedes-Benz SL. Et je vais toujours me rappeler, puis il était déjà d'un âge quand même assez avancé, Jacques, à ce moment-là, d'être sa drift d'un courbes. Parce que lui, la première chose qu'il faisait quand il s'assoyait dans un véhicule, c'était d'enlever le système de traction. Lui, ce qu'il voulait, c'était sentir l'automobile. Lui, les systèmes d'aide à la conduite, dans l'univers d'aujourd'hui, Jacques pestiférait sur l'automobile, malgré le fait qu'il roulait en Tesla à la fin. Mais il reste que c'était la première chose qu'il faisait. Et on était dans les courbes d'Espagne, ça drift dans toutes les courbes dans le sud. Puis à un point tel qu'à un moment donné, je dis là, Jacques, si t'arrêtes pas, je te vomis dessus. Ah oui, là, j'ai la peinture, le tableau de bord. C'était insupportable. Puis la fois d'après, qu'on a conduit ensemble. Là, en ce moment-là, on était en Californie, puis c'était l'île Entrée en 2011. Et il m'a scié les jambes. Il était capable... Il driftait en île Entrée? Non, mais pratiquement au simple. En fait, plus impressionnant encore, il était tellement connecté avec l'automobile qu'à ce jour, c'est la seule personne que je connais qui était capable de shifter sans clutcher. Juste au son du moteur, il savait exactement à quel moment il était capable de changer d'embrayage. Et moi, ça m'a... Bon, je te dis pas qu'il l'a eu à tous les coups, là, mais il l'a eu, je te dirais, 3 fois sur 4. C'est quand même... Et la première fois qu'il l'a fait, j'ai fait « Tu me niaises », mais il dit « Écoute, il dit en course automobile, et c'était fréquent que t'as une fraction de seconde de fenêtre et il savait exactement à quel moment c'était. C'était fabuleux et c'est un homme, évidemment, qui a inventé la job de journaliste automobile. Au Québec, du moins, clairement. Et, au Québec, effectivement. Et les histoires que cet homme-là avait à raconter. Et Jacques Duvall, c'est un homme qui avait un français impeccable, une voix radiophonique comme peu de personnes ont sur la Terre. Il était carrément hypnotisant à écouter parler, d'autant plus qu'il parlait d'automobile. Donc, vraiment, ça a été... Ça, c'est dans les grands moments de ma carrière journalistique. Puis tu faisais référence aux jeunes qui, tu sais, mettons, des jeunes personnes qui peuvent nous voir puis qui sont émerveillés. Je vais toujours me rappeler, au Salon de l'Auto de Montréal, à un moment donné, il y a un petit bonhomme qui arrive de peut-être 4-5 ans. Il arrive en avant de moi et il s'effondre. Ah oui, hein? Mais il s'effondre, là. Et il se met à pleurer, il shakeait. Puis là, son père, il dit, écoute, il capote. RPM, là, il est debout devant l'écran, là, puis il écoute ça, là, il shake en vous écoutant. Là. Fait que là, de me voir, ça, le petit... Mais moi, dans ma tête, tu sais, c'est difficile de comprendre comment... Moi, je suis un gars bien ordinaire. Là. Ben oui, on le voit d'ailleurs. C'est ça. C'est mon genre de ligne, ça, d'habitude. C'est ça. Tu m'inspires, Sam. Je te dirais que lui, il peut, pas toi. OK, c'est bon. T'es pas rendu là. Mais tout ça, en tout cas, tout ça pour dire que ça m'avait vraiment saisi. J'ai fait comme, OK, j'ai l'effet Jacques Duvall dans ma tête sur certaines personnes. Wow. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Tu prends pas pour un 7-Up flat? Non, mais j'ai clairement pas tous les talents de Jacques Duvall, ça, c'est clair. Mais d'avoir cet effet-là sur certaines personnes, ça m'a vraiment saisi cette fois-là. Puis, tu sais, écoute, j'ai pris le petit bonhomme dans ses bras, puis c'était tellement mignon parce qu'il pleurait à chaudes larmes, là. Je riais juste plus, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Puis de le vivre à cette heure, c'est quelque chose qui est quotidien. Ben pas quotidien. C'est sûr que les gens nous reconnaissent, veut pas, dans la rue, mais ce qui est très drôle, c'est le regard des gens que tu sais qui t'ont reconnu puis ils viennent pas te voir. Il y en a qui sont plus entreprenants, je te dirais. Mais de manière générale, c'est quand même gentil parce que c'est rarement négatif. Je me suis fait apostropher une fois ou deux. On n'a pas le même genre de commentaires sur Facebook qu'en vrai. Non, généralement, les gens sont plus timides. Ils sont plus courtois, en vrai. Et Sam aussi, tu sais, je connais aussi ton parcours, mais là, on vient de faire un bon tour de lui, de Luc Olivier, mais je trouve ça important de voir aussi, toi, ton parcours, parce qu'encore une fois, j'aime ça en parler pour que tout le monde se dise c'est possible à quelque part. Puis il y a bien une chose que j'ai compris rapidement
en commençant, je suis dans mes débuts, là, clairement, là, mais que tout le monde... T'as peut-être la fin qui arrive aussi. Non, ça, c'est le fun. Hein? Profite-en tant que t'es là. En tout cas, moi, j'ai 12 podcasts à faire. Ouais, c'est ça. J'étais encore là pour 12 podcasts. C'est ça. Mais chose que je me suis rendu compte, c'est que personne n'a vraiment un parcours typique. Il n'a pas de trail. Il n'y a aucune trail à faire. Il n'y a pas de cégep, il n'y a pas d'université qui a un cours en journalisme automobile. Ça n'existe pas. Puis tu regardes, on va dire ça de même, le panel de journalistes automobiles actifs au Québec actuellement, il n'y en a à peu près pas un qui vient de la même place. Pas un, en fait. C'est ça. Il y en a, je pense à Benoît Charette, qui était prof d'éduc. Oui. Bon, puis que par la bande, parce qu'il connaissait un puis l'autre. Toi aussi, t'avais une autre profession? Là? Ben moi, j'étais infirmier clinicien avant. J'ai travaillé comme infirmier pendant 5 ans. Puis un peu comme Luc Olivier, moi aussi, j'étais un fan d'automobile depuis que je suis haut de même. Il tripait sur nous autres. Non, mais... Une anecdote qui prouve vraiment ça. Non, premièrement, je te connaissais pas quand j'étais jeune. C'est sûr. Excuse, ça m'a pris du temps. Parce que, c'est rare, d'habitude, t'es plus vite que ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je dois en reparler. Coudonc. Mais 4e année, j'avais une prof qui s'appelait Nathalie Simard. Bon, ce n'est pas la Nathalie Simard qui est très connue. Oui. Mais il reste qu'elle nous donnait un cadeau à la fin de l'année. Je l'ai encore, c'est un Becherel de conjugaison. Ouais, il y a un petit mot. Ben non, mais quand on est là, il faut apprendre en 4e année, il faut apprendre la conjugaison. Je trouve ça beau comme cadeau. Oui, c'est inspirant. Mais elle avait collé un petit mot à l'intérieur. Je l'ai encore, le Becherel à la maison, puis il était écrit, toutes sortes d'affaires. Bon. Puis ça finissait en disant, genre, je te souhaite une vie bien remplie, 3 petits points, peut-être avec l'automobile. Puis, parce que moi, je traînais mon guide de l'auto. Moi, je faisais venir aussi, dans le temps, on pouvait faire venir des brochures par le site Internet. Ouais. Fait que j'allais sur le site de Nissan. Là, je faisais venir la Sentra, l'Altima, la Maxima, le Pathfinder, le Murano. La Quest de toute évidence. Non, pas. Tu n'avais pas encore découvert tes wet dreams chez Minivan à ce moment-là. Ah oui, j'ai tellement achalé mon père qui en achète une. En tout cas. Quel enfant fait ça? C'est extraordinaire. Ben, Samuel Lessard. Mais lui, il est chanceux. C'était à l'époque Internet. Moi, je faisais la cour des dealers avec mon père. Hey, ça, je l'ai fait aussi. Que j'allais lire tous les Windows stickers. Quand on était... moi, je viens du Témiscamingue, on en a déjà parlé. Il y a 2 concessionnaires au Témiscamingue. Un concessionnaire de la grande famille Chrysler puis un autre de la grande famille Ford. Mais quand on allait du côté ontarien, une ville qui s'appelle New Lescard, là, il y avait un GM qui était là. Mon père est un acheteur de produits GM. Il a acheté ça toute sa vie, sauf une Honda que je lui ai fait acheter une fois. En tout cas, un peu plus tard. Mais il reste que on allait chez GM, puis là, moi, je faisais le tour, là, les Windows stickers, tout le kit. Puis là, je disais à mon père, il dit, on est prêt pour s'en retourner à la maison. Je dis, ouais, mais on n'est pas allé chez le concessionnaire. Ah, OK, c'est beau. Il allait là, puis moi, je passais 15-20 minutes dans le cours. Puis... Mon papa m'accompagnait. Puis à un moment donné, il était tanné. Là. Moi, ouais, quand je bavais, là, c'est une Taurus L96. Puis là, je regardais la sable à côté, puis là, j'analysais c'était quoi les différences esthétiques. Puis OK, telle pièce a été changée par... Ah, c'est pas à mes mails. Mais tout ça pour dire que, tu sais, la passion de l'automobile, moi aussi, ça m'habite depuis longtemps. Ça prend ça, d'ailleurs, dans ce métier-là. Sinon, tu fais pas une bonne job. Non, exact. Simplement. Exact. C'est peut-être un peu raide, mais c'est ça aussi, parce qu'il faut en manger. Ben, on le dit que c'est un parcours atypique. Tu sais, moi-même, j'ai fait un parcours qui n'était pas du tout comme ça. Non, c'est pas du tout le même parcours. Puis, tu sais, moi, au secondaire, j'avais fait un guide de l'auto comme projet personnel. Ah oui. Ça avait été mon projet. J'avais fait un guide de l'auto pour les étudiants. Puis, j'allais essayer des chars usagés dans un concessionnaire dans ma famille. Là, puis, j'avais essayé comme 10 chars. Puis, j'avais fait un review dans un petit bottin là, que j'avais imprimé à la fin. Puis, c'était mon projet personnel. Mais j'étais pareil. Tu sais, moi, je faisais des trafics sur mes tapis d'auto. Puis là, je mettais chaque voiture dessus. Puis, je disais les modèles, les couleurs. Mes parents ont pensé des fois que j'étais un peu spécial. Là, parce que j'aimais beaucoup ça. Mais en même temps, j'imagine que comme parent, moi, je suis pas parent encore, mais j'imagine que comme parent, tu veux que ton enfant ait une passion. Ben oui. Puis là, c'en est 100%. Puis c'en est une dans laquelle tu peux mettre beaucoup d'argent, mais qui peut aussi te faire vivre. Puis la preuve, c'est que vous en êtes 2 exemples concrets. Ben exactement. Ça existe, mais c'est sûr que c'est beaucoup la question d'être à la bonne place au bon moment. Ben, moi, je serais pas là si ça n'avait pas été ça. C'est malheureusement beaucoup de hasard. T'sais, Sam, lui, a énormément insisté pour faire son stage chez RPM. Ça a fonctionné, mais ça aurait pu arriver cette année-là qu'on fasse. Non, désolé, on n'en prend pas. C'est fin de l'histoire. Parce que moi, j'ai lâché ma job pour retourner à l'université. J'avais déjà un bac en sciences infirmières, mais j'ai lâché ma job d'infirmier pour retourner à l'université en journalisme. Parce que je savais, on disait tantôt, il n'y a pas personne qui a le même parcours. Fait que moi, je regardais ça, je dis, OK, je me suis informé un peu, lui, il a fait ça. Je dis, moi, j'ai rien de ça.
il y a à peu près... Ça n'existe pas un infirmier qui a passé, justement, d'infirmier à chroniqueur automobile. Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce que, c'est assez. Bon. Oui, c'est ça. Non, mais il reste que moi, je savais pas. J'ai dit, écoute, m'a essayé quelque chose. C'était quoi que je pensais être capable d'essayer? Ben, je vais aller en journalisme. Peut-être que ça va me donner l'opportunité. Puis sinon, ben, coudonc, me retourner comme infirmier, ils vont sûrement me reprendre. Imagine. Clairement. Ben, puis j'avais une bonne expérience en soins à domicile. C'est ce que j'ai fait principalement dans mon travail. Bon, j'aurais aimé ça retourner là de toute façon parce que je suis pas parti en me disant hey, j'étais écœuré de ce job-là. J'aimais encore ça. Mais il reste que j'ai essayé. Puis quand j'ai fait mon certificat en journalisme, j'ai demandé à la personne qu'on appelle affectueusement la madame des stages, Jeannette Dufour, à l'Université Laval. Puis elle me dit... Ben, bonjour, madame Jeannette Dufour. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, je voudrais faire mon stage chez RPM. Elle dit, RPM? On n'a jamais fait d'approche. Mais elle dit, on va essayer. Coudonc, regarde, on perd rien d'essayer. Je m'étais pris assez d'avance. Fait qu'elle a essayé. 2-3 mois après, elle m'a appelé pour me dire, hey, ils veulent t'avoir en entrevue. Et tu comprends bien que je sautais ça d'eau. Ben, j'espère. Hein? On te confirme aussi que c'était très insistant. Là. D'autres, on en parlait au bureau c'était comme, là, on va l'essayer parce que, hostie, il lâchera pas le morceau. Là. On était mais là, madame la Dufour... ténacité, c'est pas mauvais non plus. Non, mais là, c'était on sentait la motivation un peu moins. Et moi, j'ai une tête de cochon. On salue ma conjointe qui en est victime à chaque jour. Moi, c'est pas à chaque jour, mais c'est très souvent. Fait qu'on voit que ça peut être payant à un moment donné. Clairement. Mais il reste que, bon, j'ai fait un stage chez RPM, puis après le stage, ils m'ont engagé. Puis ça a été super rapide. Puis je peux te dire, là, j'ai fait tous les chapeaux. Là. J'en ai lavé des chars, j'étais allé emporter des chars à Gatineau, j'en ai amené ici et là. Puis, je veux dire, à un moment donné, de mettre de l'énergie, des efforts là-dedans, c'est payant aussi. Et c'est un passage un peu obligé parce que moi aussi, quand j'ai commencé, malgré le fait qu'à l'époque, j'étais déjà en télé, c'est sûr que c'était pas en même envergure, mais j'ai commencé comme recherchiste aussi, et je supportais Antoine et Benoît, qui étaient à l'animation à l'époque. C'était mon rôle aussi quand je suis arrivé. Exactement, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très formateur, cette période-là, parce que tu vois le behind the scene, puis tu comprends beaucoup mieux le travail du journaliste, parce que moi, à l'époque, par contre, je me souviens très bien que les fameuses segmentations que nous, on passe des heures à rédiger. Les segmentations qui sont pour préparer les tournages de exactement. Des documents de référence. Des documents de référence d'analyse des véhicules que vous essayez. Des documents internes. Oui, internes, exact. Là où on se réfère pour avoir toutes les données et les informations techniques sur le véhicule. Mais à l'époque, c'est pas Antoine ni Benoît qui faisaient ça, c'est moi qui le faisais, du moins l'année que j'étais là. Mais aujourd'hui, c'est nous qui le faisons et je trouve qu'on est quand même... Ça nous permet d'être, à la limite, mieux préparés parce que pendant cette recherche-là, on doit trouver toutes les subtilités des autos en fonction des niveaux d'équipement. Les noms des couleurs, c'est plein de choses. On va dans le manuel du propriétaire. Littéralement, exactement. On va éplucher jusque-là. Donc, c'est ça. C'est des jobs qui sont très exigeants, très demandants. Mais quand tu aimes l'automobile... c'est facile. Ça facilite de beaucoup les choses. Il y a des voitures qui sont plus excitantes que d'autres à faire. Je te le confirme. Ça, je peux comprendre absolument ça aussi. Mais c'est clairement la passion qui relie tout ça. Hein. C'est cliché, ce que je veux dire là. Ça sonne très... C'est cliché, mais je l'assume quand même. Non, mais je l'assume quand même. C'est ça pareil. Parce qu'au ligne, tu as commencé en disant que tu étais un amateur de voitures depuis toujours. Sam, tu as dit la même chose. J'ai dit la même chose aussi. C'est quand même ça pareil. Ça prend ça pour animer puis mettre de l'énergie beaucoup dans mon projet, je pense. Puis c'est ce qui fait que c'est bon. J'ai peut-être la prétention de dire qu'on fait une bonne job, puis je veux dire, notre émission est intéressante à regarder, puis tout, mais si t'es pas passionné, ça paraîtrait à l'écran. Si t'es pas passionné, ça paraîtrait. Donc là, il faut avoir du fun aussi. Ça, c'est important. Oui, la ligne du plaisir là-dedans est super importante. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Grand plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir. Finalement, c'est pas super. Luc-Olivier, t'as aimé ça un peu? Je suis brûlé. OK, c'est bon. Non, mais je suis content pour être de vous avoir reçu. Ça a été super le fun. Je veux dire aussi aux gens qui écoutent, il y a des fortes chances qu'on vous revoie au courant des saisons prochaines. S'il y a d'autres saisons. Peut-être même cette saison-ci. Peut-être même cette saison-ci. Si j'ai encore une job, d'ailleurs, à la fin. Là, on a un rapport à remplir. C'est ça, là. C'est ça. Fait que, en tout cas, si jamais j'ai la chance d'animer plus tard aussi, je vais assurément vous réinviter. Puis on creusera encore davantage dans l'univers parce que moi, je trouve qu'il y a un élément qui est centralisateur là-dedans, c'est l'effort qui est mis dans le travail qu'on fait. Chez RPM, je trouve qu'il y a... Puis moi, ça m'a impressionné beaucoup en commençant à voir à quel point c'est beaucoup plus de recherche que ce que j'imaginais. À quel point
c'est beaucoup plus. Les gens se doutent pas. C'est de la concentration, c'est de l'effort majeur, puis qu'on a une belle richesse d'avoir ce média-là. On saigne pour vous autres. Oui, vraiment, on est chanceux quelque part de l'avoir. Et on le doit en grande partie à la certaine, je dirais pas rigidité de Pierre, mais la rigueur est obligatoire chez RPM. Oui. Tu ne peux pas, comme on dit en bon québécois, botcher. Non. Là. Parce que ça passe pas. Et si ça passe les morts, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va faire « Hey, excuse, ça, c'est non. » Ou ça marche pas. Ou on rectifie, on aligne et ça fonctionne bien. Mais merci vraiment beaucoup, Samuel Lessard et Luc-Olivier Chamberlain, d'avoir été là aujourd'hui. Je veux aussi remercier Automobile en direct de présenter le balado RPM. J'ai tellement hâte de vous présenter les autres épisodes qui s'en viennent. On va écouter ça avec attention. On a plein de vedettes qui vont venir. On a des sujets également qui vont être assez croustillants. Et bientôt, on va parler avec Babu, l'ex-VJ chez Musique Plus, qu'on connaît bien. On va y parler très, très prochainement. Donc, lui, les moteurs, il aime ça. Il aime ça beaucoup et on va aller en profondeur justement avec cette passion-là également. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Good. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous aime. Je vous aime tout le monde. À bientôt. Amour, réciproque. Love. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.